Thank you, Abdulaziz, for this very passionate speech. Now I would like to give the floor to Dr. Siam Badi. So she has been actively involved in community association and was a political refugee from 1992 to 2008. She was sentenced to 2 years in prison for opposing Ben Ali's political regime in Tunisia. Dr. Badi is a dedicated human rights activist, specifically advocating for women and children's rights. During her ministerial mandate, she played a crucial role in championing changes for women and children. From 2012 to 2014, Dr. Badi served as a member of the executive government of the Arabic Women Organization in Tunisia. She took the initiative to establish institutions promoting equality and advocating for women's involvement in political and economic decisions. Dr. Badi actively participated in the development of a legislative project adopted by the Assembly addressing violence against women. Additionally, she led the initiative to create an independent mechanism for monitoring children's rights in collaboration with UNICEF. With professional experience as a general practitioner since 2006, Dr. Badi's expertise extends to areas such as studies and liaison committee addressing discriminatory laws against women. She also contributed to the restructuring and revitalization of the National Observatory for Children's Rights in Tunisia. Thank you. Bonjour tout le monde, je vais faire l'exception, je vais parler français à Genève. Ça va peut-être vous étonner. Merci d'abord pour cette invitation et pour votre confiance. Et merci d'avoir marié le côté institutionnel, académique, au côté personnel avec ces témoignages qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, beaucoup de pays donc, dans la Tunisie, on ne pense pas du tout avec le soleil qu'il y a, la mer, la beauté des paysages, le calme, la gentillesse des gens, qu'il peut y avoir des réfugiés politiques ou des gens exilés. D'ailleurs, longtemps, on me demandait, ah bon, il y a des réfugiés politiques en Tunisie, en plus des femmes condamnées. Donc ça, c'est des choses donc déjà qu'il faut savoir que dans les pays, il n'y a pas que la mer, la plage, la beauté, mais il y a aussi donc des prisons, il y a des exilés, il y a des gens qui ont peut-être perdu la vie, et ça, ce sont des choses donc, dont il faut déjà tenir compte. D'abord, je vais parler moi de l'exil d'une autre manière un peu différente. Je veux dire peut-être les choses qu'on ne va pas trouver si on cherche au niveau de Wikipédia ou à Google ou dans les moteurs de recherche. Parce que donc, quand on est contraint de quitter son pays, il y a des moments qui ne sont peut-être pas assez décrits donc, dans les définitions, les moments peut-être où on est amené à déjà quitter le pays, où on a pris la décision de partir. Et là, c'est un moment déjà crucial. Quand on est dans un avion et qu'on doit partir, et qu'on a juste peut-être un petit bagage à 20 kilos où on doit mettre tous nos passés, tout ce qu'on a vécu, peut-être quelques photos, quelques souvenirs. On doit tout laisser derrière nous, partir, sans savoir à quel moment on va revenir. Est-ce que ça va durer quelques mois? Ça va durer quelques années? Ça va durer toute la vie? Dans quel projet on va établir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'installer, étudier, travailler, se marier, avoir des enfants. On va chercher un logement, ça va être provisoire, ça va être définitif. C'est pas facile à un instant T de dire on part, mais pour combien de temps? Et c'est ce temps-là qui va définir ce qu'on va faire à l'étranger. C'est là où on va dire quel projet on va faire, comment on va vivre cet exil. Je voulais avoir l'image de l'avion qui part, parce que pour moi, c'était le moment le plus important. Dans le slide, le prochain. Donc, quand un avion déjà part et qu'au bout d'un moment, on quitte un pays, on a essayé de s'exprimer, on a essayé de dire ce qu'on pense, un pays où c'est plein de prisons, des gens que juste leur tort, leur crime, c'est qu'ils ont pu s'exprimer, s'opposer, dire des choses différentes,
essayer de réaliser des rêves donc d'enfance, essayer de vivre mieux leurs idées, leurs projets de vie, et qu'on a des prisons pleines, qu'on a des gens qui essayent de s'opposer, mais ils vont payer un prix. Et l'un de ces prix-là, c'est l'exil, c'est un choix entre rester en Tunisie, par exemple, et faire 2 ans de prison, ou prendre un bagage et s'enfuir, ou partir, autrement dit. Donc, j'avais choisi de partir. Donc, le prochain. Donc, dans ce départ-là, le moment le plus difficile, c'est de voir l'avion partir. C'est le moment où on quitte notre terre natale, un pays qu'on adore, qu'on aime. Et puis, au fur et à mesure que l'avion parte, au bout d'un moment, on continue à voir un peu le pays, et au bout d'un moment, on est dans les nuages, on ne voit plus rien, et on ne sait pas à quel moment, peut-être, on va revenir et on va remettre de nouveau le pied sur cette terre qui nous est si chère. Donc, le moment où on est dans l'avion, c'est là où on se dit que l'exil commence, et c'est ce moment-là qui n'est pas beaucoup décrit. C'est ce sentiment qu'on a avec nous où on part pour l'inconnu. On quitte un pays, mais vers où? Vers quel horizon? Qu'est-ce qui peut s'offrir à nous? Comment on va être accueilli? Donc c'est le grand point d'interrogation, mais c'est une décision quand même à prendre et c'est une décision courageuse. Il faut voir aussi les exilés et les réfugiés politiques comme des gens qui ont eu un courage qui n'est pas facile, un courage de partir vers l'inconnu. On ne sait pas si on va réussir ou pas. On ne sait pas si on va vraiment s'installer ou pas. On ne sait pas si ça va être bon ou ça va pas être bon. On part vers l'inconnu. Mais on part certes avec une détermination. C'est qu'on a été pourchassé, quelle que soit la raison. Que ce soit une raison économique, politique, sociale, qui est liée à la culture, à la religion, quelle que soit la raison, c'est que ce n'était pas un choix. On a été amené à partir, à quitter. On était forcé de le faire. Et ça, déjà, c'est la première injustice que vit l'exilé. Donc, l'importance de ce moment-là, j'ai voulu le signaler parce que c'est un moment qui est très important à prendre en compte. Le prochain, s'il vous plaît, slide, next one, please. Et donc, quand on part, en général, on part vers d'autres horizons. On a généralement choisi un pays où on peut s'exprimer parce qu'on n'a pas pu le faire. On va parler parce qu'on a été amené à se taire. On va pouvoir faire une association, s'associer avec les autres qui partagent avec nous les mêmes idées, les mêmes valeurs qu'on n'a pas pu faire chez nous, à pouvoir sortir, crier, hurler, dire ce qu'on pense sans avoir peur de la police, de la prison, d'être renvoyé de son boulot, d'être donc condamné à des années de prison alors qu'on est jeune, à peine on commence donc à élaborer un projet de vie. C'est pour ça que l'exil, c'est aussi une chance. C'est une chance d'avoir ce qu'on n'a pas pu avoir chez nous. Mais cette chance-là, elle nous amène à continuer le combat qu'on a commencé. L'exil, c'est pas la fin. C'est pas ça y est, je suis renvoyé, je suis dans un autre pays, je vais m'occuper de moi-même et je veux élaborer mon projet personnel. Non, c'est vers d'autres horizons qui vont nous permettre de faire ou de continuer un projet, de pouvoir faire ce qu'on n'a pas pu faire chez nous. Donc moi, je dis que l'exil est aussi une responsabilité. C'est aussi un devoir. Parce que nous, peut-être, on a pu le faire, sortir, quitter, partir. Mais on a laissé des gens dans les prisons. On a laissé les gens qui sont persécutés. On a laissé des gens qui sont peut-être donc en train de souffrir. On a peut-être laissé des gens qui sont en train de vivre la torture, quel que soit le type de torture, donc économique, sociale, dans les prisons, physiques, sexuelles et autres. Donc on a laissé des gens qui sont encore donc sous des régimes de répression, des régimes totalitaires, et nous on est supposé être dans des endroits où on peut avoir ce qui ne s'offre pas à eux. Et donc là, c'est le deuxième point que je voulais donc souligner, c'est cette responsabilité-là de continuer le combat. Sinon, on va dire tout ça pour ça. J'ai tout quitté, mes souvenirs, ma famille, mes rêves, mes amis, ma maison, ma terre, pour juste me concentrer sur moi-même et réussir un projet personnel, étudier, avoir un peu d'argent, une maison, me marier, avoir des enfants. Là, je trouve que c'est très, très démesuré. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est vraiment que le régime qui nous a poussés à partir a obtenu gain de cause.
Il voulait nous mettre en prison, mais il va nous mettre dans une prison autre, différente. Et après, donc, voilà, on arrive donc, en terre d'exil ou en terre où on va avoir le statut de réfugié politique. La réussite, et surtout là, aujourd'hui, on a parlé un petit peu du côté académique, du côté universitaire, de notre rôle en tant qu'étudiants et le rôle des institutions de nous offrir ce droit humain qui est droit à l'éducation. Ça devient un défi. Il faut que je réussisse. Cette petite valise qu'au départ, j'ai amenée avec moi, où j'ai mis juste quelques souvenirs, si un jour je dois revenir chez moi, il faut que je revienne avec des diplômes, il faut que je revienne avec un savoir-faire, il faut que je revienne avec un savoir, parce que ce n'est pas une rupture, c'est peut-être une étape pour après revenir et continuer un combat quand on aura le moyen de le faire. Parce qu'un exilé n'a jamais cessé de rêver qu'un jour il revient, qu'il va revenir, qu'il va de nouveau remettre son pied là où il a été interdit de le faire. Certes, pour moi, ça a duré 18 ans. Entre l'avion où vous avez vu et le temps où j'ai pu revenir de nouveau, il y a 18 ans qui se sont passés. Alors, la réussite dans les études et le pouvoir d'étudier devient un défi. Je ne baisse pas le bras. Ils n'ont pas obtenu de gain de cause. Je ne suis pas prisonnière parce que moi, je suis déjà partie parce que j'étais condamnée à 2 ans d'emprisonnement à cause de mes activités à l'université de médecine. Là, il faut réussir, je vais réussir. Et cette réussite-là nous donne la force. Avec cette force-là, je peux réussir un concours où le taux de réussite pour l'étranger était à 5%, était de 5% pour pouvoir, en France, réussir le concours de médecine. Mais les 5% deviennent possibles grâce à cette détermination. Et cette envie de vouloir réussir, ça devient un moteur qui nous donne une force. Et avec cette force-là, on va réussir. On va montrer que ce n'était pas l'échec, qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur nous, qu'ils n'ont pas pu nous taire, mais on a continué le combat à l'extérieur. Donc c'est là où j'ai pu obtenir mon doctorat de médecine, bien sûr en France, et avoir après mon cabinet médical, mais tout en étant aussi actif, aussi déterminé à défendre les droits de l'homme et à dire que oui, dans mon pays, il n'y a pas que le soleil et la mer et les hôtels, les plages, il y a aussi des prisonniers politiques, il y a aussi il n'y a pas de liberté d'expression, il y a des gens qui sont en train de souffrir, il y a des gens qui sont en train de pas pouvoir réaliser leur projet de vie comme ils veulent parce qu'on est sous un régime totalitaire. Il faut continuer à le dire parce que, comme j'avais dit, on a plusieurs champs de bataille. Il faut qu'on réussisse personnellement, il faut continuer le combat parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire. Donc, ils nous ont délégué d'une manière pas officielle, mais ils nous ont délégué de continuer le combat à leur place parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça peut être un combat politique ou économique, la pauvreté, la misère, la faim, tout ça aussi, ce sont des raisons qui poussent des gens donc à quitter leur pays, mais pas pour les oublier. L'exil, c'est pas l'oubli. L'exil, c'est une mémoire. C'est le cœur qui bat tous les moments en nous disant que notre pays a besoin de nous. Certes, on n'est pas physiquement là-bas, mais on peut faire beaucoup de choses pour nos pays. Parce que ce lien-là, parce que le cordon ombilical avec nos pays n'a jamais été coupé, n'a jamais été rompu. Il y a une irrigation sanguine qui continue entre nous et notre terre natale. Et c'est là où on continue donc de réussir et on est obligé, on a l'obligation de réussir, comme je l'avais dit au début. Next one, please. Et bien sûr, on peut rêver parce que moi, c'est vrai que 18 ans sont passés. 18 ans de combat, 18 ans de résistance, 18 ans où on ne change pas d'avis, où l'Europe, la beauté de pays, tout ce qui peut s'offrir à nous, il ne va pas nous faire reculer. Parce que vraiment, on a eu le droit de rêver. Et voilà qu'un beau jour, il y a une révolution. Et voilà que les choses changent. Et voilà qu'il y a l'espoir de revenir. Et voilà que l'avion va faire le mouvement inverse. L'avion qui est parti, il va me ramener. Et là, on a l'espoir encore de nouveau. Peu n'importe les années, ça peut être 1 an, 2 ans, 18 ans, 18 ans après, je peux revenir. L'avion peut revenir. Il peut se remettre de nouveau sur le sol. Et tout ça, il faut s'imaginer que l'exilé, comment il vit ça sur le plan psychologique, sur le plan physique, dans son quotidien, comment il peut le vivre ça.
Et bien sûr, donc un beau jour, voilà, le retour est possible et le combat a payé un jour. On a réussi, on a tenu bon, les choses peuvent changer. Et l'exilé qui est parti avec une valise d'à peine 20 kilos peut revenir. Mais comme il a eu quand même la possibilité d'être à l'université, d'avoir des diplômes, d'étudier, d'acquérir ce savoir et ce savoir-faire là où il était, et bien quand je reviens pas comme au même point de départ d'il y a 18 ans. Je reviens où je suis nommé ministre. Et là, l'avion, encore une fois, il va me ramener le rêve de revenir, mais il va ramener celui qui a causé cet exil dans le mouvement inverse, parce que lui, il va être exilé et moi, je reviens au pouvoir. Et donc, c'est possible. C'est ça qu'on veut aussi nous donner aux étudiants. C'est leur dire, rêvez, ne laissez rien, continuez le combat. Tout est possible. Vous partez de rien. Vous savez pas sur quel projet vous allez atterrir, mais tout est possible. Vous pouvez réaliser donc beaucoup plus que ce que vous pouvez même imaginer au départ. Donc, je suis revenue et j'ai fait partie de premier et de deuxième gouvernement. Donc, tous les rêves que j'avais eus, j'ai la possibilité de les réaliser. J'ai la possibilité de faire partie de ce changement. Au moins d'essayer de le faire. Parfois, on réussit, parfois, on échoue, parfois, c'est pas du tout comme on pense. Mais au moins, donc, on sait que l'exil nous a servi à quelque chose. Et le diplôme qu'on a eu nous a servi à quelque chose. Et la résistance et la persévérance nous a servi à quelque chose et ça peut aboutir. Je vous dis pas l'image de ma mère en train de me dire au revoir et l'image de ma mère en train de m'accueillir quand j'atterris et que je suis accueillie autant que membre d'un gouvernement pour ma mère. C'est là où elle a vu que l'exil, au moins, ça a servi à quelque chose, que j'ai pu faire de cet exil quelque chose. Et là, de nouveau, donc, voilà, le combat continue, parce qu'on est amené sur cette terre à vivre le combat quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, étudiant dans un gouvernement, dans une association, dans une ONG, avec des amis, on peut toujours faire quelque chose pour changer les choses. On peut toujours continuer un combat avec les gens avec qui on partage les mêmes valeurs, où on partage les mêmes choix, où on partage donc les mêmes projets de vie, de justice, d'humanité, et tout ça c'est possible quand on a, comme je vous ai dit, la persévérance, la volonté de pouvoir le faire, tout simplement quand ça devient un défi. Mais c'est pas fini, parce qu'on s'est dit, ça y est, qu'est-ce que je veux de plus? Ça y est, on est dans le gouvernement, on a le pouvoir, on a tout ce qu'il faut, c'est bon, ça y est. Je suis dans mon pays, je suis revenue, j'ai vu mes proches, j'ai vu des gens que je reconnais pas parce que ça fait 18 ans que je les ai pas vus, je les ai laissés bébés, maintenant ils se présentent à moi, je les connais pas du tout, je les ai pas vus grandir, j'ai rien partagé avec eux, mais voilà, c'est bon, ça y est. Je fais partie d'un gouvernement, donc ça y est, le rêve est réalisé. Eh ben non. Parce que si de nouveau il faut combattre, si de nouveau on estime qu'on n'est pas d'accord avec des idées, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, il faut qu'on continue encore un combat. Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va revenir de nouveau à l'exil alors qu'on l'a vécu 18 ans et que finalement c'est fini? Eh ben oui. S'il faut le faire, on le refait. S'il faut être de nouveau exilé, on l'est. Parce qu'on s'est forgé en nous une force qui nous dit pour nos idées, quel que soit où on se trouve, étudiant dans un gouvernement ou quel que soit le statut qu'on a, il faut continuer à défendre ses idées, son projet jusqu'à la fin. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'exiler au gouvernement et de gouvernement à l'opposition de nouveau, à être exilé de nouveau. Oui, parce que de nouveau, je suis exilée. De nouveau, je peux ne pas du tout de nouveau revenir dans mon pays parce que je ne partage pas du tout les mêmes idées
que le gouvernement actuel ou les décideurs actuels, et que je crains de nouveau d'être de nouveau persécuté, de nouveau emprisonné, de nouveau donc recherché, de nouveau pas pouvoir voyager, de nouveau pas avoir un passeport, de nouveau donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue de nouveau le combat et je redeviens de nouveau militante. Mais la différence, c'est que l'exil peut prendre plusieurs formes. Au début, c'est une condamnation à 2 ans d'emprisonnement qui m'a poussé à partir. Maintenant, c'est un choix. Tant qu'il y a des risques pour sa vie, l'exil peut aussi être un choix. On peut le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais aussi, ça peut devenir un choix de vie. Quand on peut vraiment donc protéger sa vie, protéger sa liberté, protéger ses idées, protéger sa famille, on peut de nouveau choisir jusqu'à ce que les conditions de nouveau changent, et je l'espère. Je l'ai espéré pendant 18 ans. Je pourrais l'espérer encore pendant 18 ans si Dieu me donne encore la vie, si je suis encore vivante. Et peut-être je reviendrai, je ne sais pas quand de nouveau. Peut-être je reviendrai dans un mois, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être plus jamais du tout, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Quand est-ce que de nouveau je peux revenir? Je ne sais pas du tout. Mais c'est pas grave. Parce que dans cette vie où on se trouve, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours un combat à continuer, il y a toujours des gens avec qui on peut partager des valeurs et avec qui on peut mettre la main dans la main pour continuer un combat qui est le même. Il peut prendre plusieurs formes différentes d'un pays à l'autre, mais c'est le même. On défend les mêmes valeurs, on défend les mêmes principes. Et là où on est, je le défendrai pour moi, pour les autres, pour des gens avec qui je partage les mêmes choix. Je continuerai le combat. Bien sûr qu'il faut qu'elle ait le soutien de la famille. Je remercie d'ailleurs ma fille qui a choisi ces photos, qui m'a piqué ces photos pour me les mettre dans ce PowerPoint. Mais il y a aussi les soutiens qui me disent « Maman, on y va pas, notre pays, pas notre pays, ici, là-bas. » Ben, je lui dis « Là où on est, c'est pas grave, on est ensemble, on continue un peu à marcher ensemble, à défendre. Je vous vois grandir. Dans cette vie, il n'y a pas eu que l'exil, il n'y a pas eu que le fait d'être réprimé, de pas pouvoir rentrer, de pas pouvoir participer au mariage, pas assister aux gens qui nous séparent pour leur faire un dernier adieu. On a été privés de beaucoup de choses, mais c'est pas grave. En contrepartie, on a eu beaucoup de belles choses aussi. En contrepartie, on a eu donc dans notre exil tellement de bonnes choses qui nous ont donné la force de continuer, qu'on ne peut pas dire du tout que c'était une mauvaise expérience ou que si c'était à refaire, les gens nous disent si c'était à refaire. Moi, c'était à refaire et je l'ai refait. C'était à refaire et je l'ai refait. Donc, je sais plus c'était laquelle la dernière. Ben voilà, on continue. Ben voilà, donc je sais plus, j'ai plus l'âge de quand j'ai quitté l'université de médecine de Tunisie, mais j'ai quand même la même force, la même détermination, le même esprit de défi, de pas reculer, de pas réussir, de soutenir toujours les gens qui sont encore là-bas. Que moi ici, je peux dire des choses et je peux faire des choses que eux ils peuvent pas le faire. Et ça, je pense que c'est très important de continuer un combat à la place des gens qui peuvent pas le faire. J'ai une dernière image. Je crois que j'ai une dernière image, vous l'avez pas? Ah, c'est la plus importante. La dernière image, je ne sais pas pourquoi elle ne figure pas. La dernière image, c'était l'image de ma mère avec qui je faisais un FaceTime, parce qu'elle est peut-être donc en train de mourir là-bas, pas ici. Elle avait besoin que je lui tienne la main pour lui dire beaucoup de choses. Bon, elle me l'a dit, qu'elle était fière de moi, de mon combat. Je voulais aussi la remercier d'être patiente, parce que c'est pas facile d'avoir aussi des enfants exilés. On ne parle pas de nos mamans, de nos parents. Ben, à l'heure où je vous parle, elle est peut-être entre la vie et la mort. Je ne peux pas aller lui faire un dernier adieu. Mais bon, ben voilà, c'est pour vous dire que l'exil, c'est aussi ça. C'est aussi des souffrances, mais qu'il faut qu'on arrive à surmonter et qu'on arrive donc à la dépasser pour pouvoir continuer exactement. Donc une petite pensée aussi pour ma mère que je ne peux pas voir aujourd'hui. Thank you, Dr. Badi. Just maybe some words for our colleagues and fellows who are viewing this conference online.
through Zoom. So we didn't have an interpretation from French to English or German. So since the conference is recorded, we will see if we can have it transcript afterwards. Now I will give the floor to Dr. Wahid Majrou, an academic fellow at the Geneva Humanitarian Studies Center since June 2023. He focuses on research in health systems resilience in the field. With an MD and dual master degrees in global health policy and political science, he brings 50 years of experience in various roles, including university lecturer, leadership, strategic management, global health, and international relations. Dr. Majrou has a proven track record in emergency and crisis management, serving on the WHO's executive board and previously as the first vice chair of the WHO executive board. He also held positions at Gavi, including alternate board member. Formerly the Minister of Health in Afghanistan, he played a key role in fighting the COVID-19. Dr. Majrou's extensive background includes work with national and international institutions, such as the Afghan government, the US Embassy, USAID, UNDP, EU, and the World Bank. As the founder and CEO of the Afghanistan Center for Health and Peace Studies, based in Geneva, Dr. Majrou continues his commitment to advancing health initiatives and promoting peace. Now, I think he also has, like Dr. Badi, a heartfelt presentation. Good evening. Good evening. Before any words, salam and greetings to all distinguished guests and participants of this event. I would like to thank and appreciate for the invitation extended to me to be part of this auspicious event. I received a call asking me if I had a speech or a presentation. I did not. I did not have an answer for two reasons. First, I'm not a mature refugee. It has been almost a year here. A year when we lost everything. Secondly, the colleague who called me, I said that I don't have a presentation because today I want to speak from my heart. I do not have many things to share with you, but a story that will take you to your childhoodness. Given it be you come from Afghanistan, from Syria, or have raised at the side of the Lake of Geneva. I'm sure you remember the beautiful days. If you were in a rich family, you're building houses with plastic or beautiful pieces. But if you were raised in a context where I come from, the best materials you had were mud. We were building, when we were kids, we were building beautiful houses. We had our dreams there. It wasn't Lake of Geneva. It wasn't Paris. It was a corner of Kabul. It was a village of Herat, a desert of Kandahar. Maybe someone says in Syria, maybe someone says in Turkey. It was everything. Imagine a kid who was building a house and suddenly it fallen apart. He rebuilt it. It fall apart. He rebuilt it and it falls apart.
You can think of, you can imagine of those moments, those minutes of lives of a kid, an infant, when he cries, when she cries, when she feels that she has lost everything. It is painful. But the good part with that is that those are the stories of moments, of minutes, and he will forget it. And an hour later, he will laugh, he will play. He has his mother, she has her sister, father, friends who will extend hugs, love, gifts. In our history, we built our houses several times in Afghanistan, generations and generations. It's fallen apart. In 2001, with support of you from international community, we restarted the story with a wider level of hope, because we were told that we are with you. The hug will be extended to you. The love will be shared with you. The resources are there. We were very hopeful. Not me, my sister. Women and girls who were deprived of education, opportunity to work, freedom to speak. Suddenly everything was shiny, bright. We worked a lot. We received a lot of resources. We're thankful of the dedication and the support and contribution of our international partners at several points. What I can tell you in short is that we built a house, very beautiful house. It wasn't like Geneva, but it was our own Kabul. It was our own Afghanistan. We were enjoying our life there. On August 15th, everything fallen apart. We lost everything. I'm not a refugee from a society where I have a problem with X or Y. I come from a context where everyone lost everything. You can imagine when your government falls apart in a night, when your partners turn back to you in a day. They do not hear your screams when you're falling down from the aircraft on the ground, because they're busy signing deals and welcoming those whom they had told us for 20 years that they are terrorists. Do not judge us the way it is told that they did not want the better life. They didn't fight for it. We fought for it. I remember explosions in Kabul city where 450 people were injured and killed. But the hope was there. People were still struggling. Women and girls were going to school, to universities. Men were trying to make a better city, a better life for them and their families. Only in the last 7 years of the regime, 45,000 Afghan youth lost their lives in armed forces, along with their international partners. But what I can tell you is that politics, is dirty. It can sell you. It can change the deal in a way that you cannot imagine. It ruins dreams. It ruins opportunities if not led by the right people. Just months back, I had a speech at the World Health Organization Executive Board meeting, and what I proposed, people, it was laughable for some people at that point, but I regret that people will cry later on. What I believe is our world
is led by so-called politicians, homopsychos, who they do not buy to the values by which we all have grown up. If we do not take care of this dilemma, if we do not make sure that our leadership is not in the hand of the right people, the way we cried in Afghanistan, the way my heart is broken, will not be the only example. I'm sorry for saying this statement, but in medicine we have a saying that prevention is the best treatment. Which is going on in other parts of the world tells us that we are in the hand of a bunch of psychos that is ruining our destiny, ruining our today, ruining our tomorrow. In a country that the hope was there, millions of Afghan girls were going to school. Who could imagine 3 years ago that no Afghan girl is now allowed to pursue their school education, let alone university, let alone be having the opportunity to work with their brothers, with their fathers, with their husbands. August 6th, December 6th, just few days back, I can swear that many Afghans sitting here cried. It was the last day of school year. For us, it is a date. For millions of Afghan girls, it is the end of hope because they're not allowed to go to school after the 6th grade. That is the end of hope, and you have no other options being a girl in Afghanistan but stay home and accept the forced early marriage. That's the only destination waiting for you. But that's not the end of story. For those who are stuck there, they're struggling. For a tiny number who are looked as the luckiest, like us, who had the opportunity to make to a beautiful city like Geneva, to a very welcoming community, society like Switzerland, to a very well-managed integration program like Geneva Canton or Switzerland, which I'm always thankful of, how they have welcomed refugees and how they have paved the opportunities to make sure that they feel at home. I really appreciate it. It is outstanding. But the stories are different. Stories are different. The dilemma of identity, the painful history and story left behind, I can tell you, do not allow us to enjoy these opportunities. The level of psychiatric pressure on refugees here limits the opportunity for them to enjoy all the great opportunities provided for them through Horizon Academic or several other programs. The reason I want to share this point is to make sure that everybody feels the way they suffer and make sure that we can understand them. You make your house, you build your house, you make your dignity, your reputation, your career, your CV in a night you happen in a different context. You're not 10 years old, you're not 15 years old, you're not at the first stages of your life. You have built a career, you have become a minister. I'm an example out of several. I grew up, I was born in conflict when Soviet invasion was there. I was grown up in conflict. I lived and worked in conflict. And it is difficult for me to explain how difficult it is to pursue your education, to become someone for yourself and your society, when your biggest struggle is security and safety, having a bag while going to school. Yeah, our schools were not the same standards of Geneva, but we had our school. We were studying till midnights.
till I became a physician, a medical doctor. In a corrupt system or government, not being part of warlords, networks, becoming a minister costs you life, your life and efforts. And suddenly you find yourself in a context where you have to start everything from scratch. And it is not only you in the problems and the psychological stresses of yourself, but your kids, your family. I was just talking with Madam about my family, how depressive situation they are going through, and the family you have left behind. But that's not the end of way. The challenges in life, the struggles in life you go through is the same as the bodybuilding club you go to. It is difficult. We have gone through very difficult phases of life, but it does not mean that it has made us become disappointed. It has not caused us lose hope. It has made us stronger. It is not me, it is the refugees. It has made us become more hopeful. It has caused us become the symbol to embody what resilience means. We will not surrender. We do not surrender. We will go through this phase of life. And the good part of this phase of life is that we have this level of support provided by the Swiss government, the Canton of Geneva, the academic universities and institutions. We have established a sign of our resiliency, a sign of our commitment to our people, and to ensure that we recontribute to this society is the establishment of an institution called Afghanistan Center for Health and Peace Studies. We are a network of Afghan diaspora, Afghan scholars in Afghanistan, and our international partners. Professor Carl Blanchett is a sign of dedication to those whom are in need of support in the humanitarian crisis context, to make sure that we do not remain the load on the shoulder of hospice or being just a beneficiary, but to make sure that we walk the talk we have delivered, to make sure that we recontribute to the society. We work for the future of our societies back home, to make sure that we become the bridge between the host society we have been privileged here with and those Afghans whom are left back in Afghanistan, which are much more talented than me, more resilient than me, more hopeful than me, especially those Afghan girls, Afghan women, whom are still struggling to make sure that they become the champions of humanity, the signs of hope, and the winners of the wisdom, who struggles, who fights for freedom. I know it is too late. I had more words from heart to share with you, but the last, which I want to leave it the platform with, is the way I salute to the dedication of all those freedom fighters who do not fight for possession, but for humanity, but for opportunity, equal opportunities for women and girls and boys in conflict crisis, but more specifically in my homeland, Afghanistan. I salute to Afghan girls, Afghan women leaders who are struggling inside the challenge they're confined in it. I call upon you, the refugees sitting beside you, the refugees coming to you are competent, believe in their capacities, help them come out of the psychological prison they're stuck in. What I can promise you, that they bloom.
they will blossom. They will become the great partners for you, good members for your societies, and they will make sure that they will become the bridge between you and those left behind to make sure that the world is a better place tomorrow, where equal opportunities, hope, and freedom is ensured. I thank you all.